mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pas, vous, hein. Après plus de 4 mois de combat contre la réforme des retraites, nous sommes fatigués. Le burn-out pointe le bout de son nez dans les cortèges militants et de nombreux syndicalistes n'ont plus la même énergie qu'en début d'année. L'envie de se recroqueviller dans son cocon est tentante. Mais peut-on être révolutionnaire et s'occuper de soi, se reposer, prendre le temps pour soi tout en étant investi dans les luttes? Car oui, quand on lutte, on a aussi le droit de se faire du bien et de se préserver. C'est aussi s'assurer de tenir notre engagement dans la durée. Le bien-être était une revendication du mouvement ouvrier, une revendication de la CGT à ses premières heures, devenu pourtant un moyen d'asservir les travailleuses et les travailleurs et de faire du business. Comment le capitalisme s'est accaparé le bien-être et a transformé notre besoin de prendre soin de nous en un gigantesque marché. Pour en parler, nous recevons Camille Test, autrice de Politiser le bien-être. Bonjour Camille Test. Bonjour Rémi Kenzo. Vous êtes une ancienne journaliste, devenue enseignante de yoga et sur Instagram une influenceuse très politique du bien-être. Comment allez-vous ? Eh ben, j'ai la chance d'aller très bien, je suis très contente d'être là. Je viens de sortir ce premier livre qui est une expérience très excitante, incroyable et que je suis ravie de venir défendre ici. Alors, votre livre raconte comment la notion du bien-être évolue, sachant que le bien-être était même une revendication syndicale de la CGT lors de sa fondation. Oui, le bien-être était un terme qui était présent dans le premier slogan de la CGT, à la création de la CGT en 1895, si je ne m'abuse. Liberté, solidarité, bien-être. C'est aussi un terme qu'on retrouve dans la pensée anarchiste, par exemple. Et c'est un terme qui a été totalement dépolitisé avec le capitalisme. Et c'est un terme que j'ai envie de repolitiser avec ce livre. Oui, parce que vous revendiquez les notions de bien-être et de bienveillance comme étant des notions très politiques, finalement. Ce sont des notions très politiques dans la mesure où finalement notre bien-être, c'est quoi ? C'est la recherche d'un équilibre émotionnel, psychologique, physique, même spirituel. C'est finalement pour ça qu'on se bat, nous en fait, militants, activistes. Et donc le fait d'avoir aujourd'hui le terme bien-être qui qualifie un marché, on aura l'occasion de le voir, j'en suis sûre, plein de dérives diverses et variées, est un problème. Moi, je suis pour qu'on se réapproprie le terme de bien-être, mais surtout qu'on subvertisse les pratiques de bien-être. On parlait de la CGT à ses premières heures, mais pourtant aujourd'hui, on a un peu l'impression que la gauche a abandonné cette revendication. D'ailleurs, même chez eux, en interne, dans les mouvements politiques, il y a quand même une vision très productiviste de l'engagement. Vous en parlez beaucoup, en tout cas dans la gauche, qui ne prend pas forcément soin, qui ne prend pas forcément à cœur la question de la santé chez les siens, notamment mentale, de ceux et celles qui luttent. Et on attend de celles et de ceux qui luttent aussi un petit côté un peu moine-soldat, on va dire. On se demande un petit peu comment, si on ne prend pas soin des nôtres, on pourrait prendre soin aussi de la société et puis en fait de tout à chacun. Et notamment, le sujet il doit se poser aussi syndicalement dans le monde du travail avec les travailleuses et les travailleurs. En fait, ce qui est extrêmement compliqué avec cette notion, effectivement, on le voit très bien dans le monde militant, dans l'engagement, prendre soin de soi, ça n'est toujours pas une évidence. Il y a toujours une espèce de débat où on se dit, bon, bah voilà, tout ce temps que j'accorde à mon bien-être, à mon repos, à me poser la question de comment je vais, comment je me sens, c'est un temps qu'on n'accorde pas à une lutte pleine, entière et directe. Pour autant, on se rend bien compte, et c'est ce que j'essaye de montrer dans le livre, qu'il n'existe pas de lutte à long terme si on ne prend pas soin de nous. C'est la notion de self-care dont on parle beaucoup et qui elle-même a été totalement dépolitisée et qu'on voit maintenant à toutes les sauces sur toutes les boutiques de produits de bien-être divers et variés, nous dit, on le sait, avec le mouvement des droits civiques aux États-Unis, il y a pas mal de militants afro-américains qui utilisaient l'expression de self-care pour dire prenons soin de nous, parce que de toute façon, et notamment en tant que personnes dominées, opprimées, qui souffront du système, personne ne le fera à notre place. Si nous ne prenons pas soin de nous, nous ne sommes plus en mesure de lutter, nous ne sommes plus en mesure de nous défendre. Vous parlez du mouvement des droits civiques aux États-Unis, du self-care, mais justement, vous reprenez l'exemple des Black Panthers Party, qui, eux, reprennent un peu cette revendication, mais version Black Panthers, en parlant de community care. Justement, ce qu'ils disent aussi, c'est que, en fait, il est important de préserver la communauté.
La question du community care, effectivement, c'est de se dire le self-care, c'est-à-dire moi prenant soin de moi-même, ne suffit pas. En réalité, nous sommes des êtres interdépendants. Nous devons collectivement nous occuper les uns des autres. C'est aussi ça que qualifie la question s'auto-préserver les uns avec les autres. Donc c'est faire un mot d'ordre société. En réalité, la notion de self-care et de community care, elle devrait nous animer dans toute la société. Faire société ensemble, c'est s'occuper les uns des autres, les unes des autres. C'est quelque chose qu'on perd de vue dès qu'on considère le bien-être ou le self-care juste comme une pratique personnelle où je serais responsable moi-même entièrement de mon bien-être, de mon bonheur. On sait très bien que ces questions sont collectives et par conséquent appellent à des solutions collectives. Si vous êtes malheureux ou que je suis malheureuse aujourd'hui, c'est pas seulement de notre faute, malgré ce que le capitalisme essaye de nous faire croire. C'est parce que aujourd'hui, notre société n'est pas organisée pour favoriser notre bonheur, notre bien-être, bien au contraire. Se préserver pour lutter et du coup aussi préserver nos capacités à lutter. Préserver notre capacité à lutter. Et faciliter les luttes. C'est quelque chose que j'essaye de montrer dans le livre. En fait, pour qu'une pratique de bien-être, qui peut être, je sais pas, du yoga, de la musculation, de la méditation, un certain nombre de pratiques thérapeutiques, etc., fonctionne avec un projet révolutionnaire, un projet de justice sociale et d'émancipation, il faut que ces pratiques, elles nous permettent de nous émanciper au niveau individuel, mais effectivement, il faut aussi qu'elles, à minima, qu'elles ne se dressent pas contre les luttes, et au mieux, qu'elles facilitent ces luttes. Qu'elles leur permettent, non pas qu'elles s'y substituent, c'est-à-dire que l'idée ne c'est pas de dire on devrait tous faire de la méditation et c'est bon, le monde changerait, pas du tout, mais c'est de dire comment est-ce que ces pratiques, elles peuvent se mettre au service d'un projet émancipateur. Donc par exemple, effectivement, en nous permettant de nous reposer entre deux combats, entre deux luttes, mais en fait, il y a plein d'autres pistes que j'explore dans le livre, notamment par exemple le fait que dans une société extrêmement productiviste qui veut qu'on soit des personnes, toujours des corps machines en quelque sorte, toujours plus efficaces, toujours plus actifs, toujours plus productifs, au point qu'en fait on a tellement intégré ça dans nos corps qu'on n'arrive plus à fonctionner autrement, même si on le veut, eh bien des pratiques comme le yoga, la méditation ou toute autre pratique qui nous permet de ralentir peut nous permettre en quelque sorte de nous désintoxiquer, de décoloniser en quelque sorte ces corps qui sont sculptés par le capitalisme. Et ça me paraît majeur, je tiens vraiment à le dire parce que c'est pas parce qu'en théorie, vous apprenez pas avec ce livre que il faut ralentir et qu'on devrait tous se reposer un peu plus, on le sait, mais il y a une différence fondamentale entre savoir qu'on doit ralentir en théorie et le faire en pratique. Et ces pratiques de bien-être, elles nous permettent, elles sont un espace dans la société dans lequel on peut faire ça. Vous qui êtes professeur de yoga, vous avez même des cours de yoga militant. Vous dites qu'on peut mettre cette discipline vraiment au service de la justice sociale. En réalité, dès lors que ces pratiques, elles nous émancipent, donc dès lors qu'on arrête de faire de ces pratiques des outils pour nous rendre toujours plus productifs au travail le lundi matin, ou alors pour normer toujours plus nos corps, dès lors qu'on arrête de faire de la muscu, du yoga ou du fitness pour avoir, je sais pas, un ventre toujours plus plat, pour être toujours plus beau, toujours plus belle, en l'occurrence ça s'adresse souvent aux femmes. Pour augmenter notre productivité, parce que c'est souvent de ça aussi dont il s'agit quand l'entreprise... Le patron nous engage aussi à faire entre midi et deux du yoga. On le voit évidemment dans le monde du travail. Les employeurs adorent les pratiques de bien-être parce que c'est aussi un moyen effectivement sous couvert d'apporter du confort, de la douceur aux employés. C'est aussi une façon de les détourner, enfin en tout cas de leur proposer des pratiques pour être plus efficaces. Et c'est aussi parfois une façon de ne pas se poser la question de pourquoi vous allez vraiment mal au travail, qui souvent est un problème qui concerne davantage l'organisation du travail, le fait qu'on travaille toujours plus, de façon toujours plus précaire, en étant toujours plus en compétition les uns avec les autres. Dès lors qu'on arrête de faire ça avec ces pratiques, dès lors qu'on arrête de les utiliser pour servir un système, on peut les utiliser pour autre chose. Et on peut les utiliser aussi, par exemple, pour développer une forme de puissance corporelle. Non pas parce que si on est très très musclé, on va pouvoir renverser le capitalisme et les dominants juste avec nos petits bras, mais parce que retrouver contact avec nos corps dans un système qui nous en dissocie constamment, c'est sortir d'une espèce d'état d'apathie qui nous donne davantage de puissance, davantage de capacité à poser nos limites, mais aussi à exprimer nos valeurs. Du coup, à oser davantage demander, exiger la société qu'on voudrait avoir. On le voit beaucoup, par exemple, dans les mouvements, dans les pratiques d'autodéfense féministes. Dans les pratiques d'autodéfense, les stages d'autodéfense féministe, on cherche à développer évidemment des capacités à se défendre en cas d'agression, mais aussi un certain nombre d'outils de défense verbale. Mais surtout, ce qu'on cherche à développer, c'est une autre manière d'être au monde, une manière d'être au monde réellement consciente de notre puissance individuelle, mais aussi collective.
Sans faire de l'appropriation culturelle, parce qu'on parle aussi de pratiques comme le yoga, souvent issues par exemple du sud de l'Asie. C'est un vrai sujet, la question de l'appropriation culturelle dans le bien-être. Effectivement, quand on voit aujourd'hui les pratiques de bien-être, oui, vous donnez l'exemple du yoga, on voit tout un tas aussi de pratiques issues d'Amérique du Sud. Je pense, pour vous donner des exemples, la cérémonie du cacao, le chamanisme, l'ayurveda, pour retourner du côté de l'Asie. Très souvent, aujourd'hui, dans notre société, nos pratiques sont issues d'univers extra-européens. Et je trouve ça intéressant, déjà, de dire que ça n'est pas rien, qu'il y a une logique parfois assez coloniale, aller comme ça, piocher dans les pratiques de bien-être des autres, souvent avec des conséquences réelles sur certaines cultures, qui est qu'on va transformer ces pratiques. Évidemment, sans que les cultures concernées puissent faire grand-chose, puisqu'on est dominant dans cette façon de transformer ces pratiques. Mais ce que je trouve aussi hyper important, majeur, c'est de se demander pourquoi on fait ça. Pourquoi on va comme ça piocher dans les pratiques des uns et des autres? En réalité, moi, en tant que prof de yoga blanche, française, de culture plutôt européenne, je serais bien embêtée de trouver une pratique aussi riche spirituellement, intellectuellement, physiquement que la pratique du yoga en Occident. Et en fait, ça n'est pas par hasard qu'en Occident, on n'a pas de pratiques comme celle-ci, ou en tout cas beaucoup moins. Et surtout, on n'a pas cette logique d'aller chercher dans nos propres pratiques ancestrales avec la modernité. On a fait le choix, en quelque sorte, en tant que civilisation occidentale, de renoncer à notre ancestralité, de renoncer à tout un tas de pratiques vernaculaires qui nous manquent aujourd'hui. Et avec cette idée, sans doute que pour s'ériger en figure de la rationalité, pour s'ériger en figure de la modernité, il fallait renoncer à tout ce qui n'était pas de l'ordre du rationnel. Et aujourd'hui, on le voit bien, la plupart des gens qui vont, on va dire, avoir un certain nombre de pratiques de bien-être, type yoga, méditation, vont souvent un petit peu se dissimuler derrière des pratiques extra-européennes, dans le fond, il peut y avoir une forme de condescendance aussi, ou en tout cas une forme de façon de se dissimuler, parce qu'on pense finalement que ces cultures, elles sont extérieures à la modernité. Et donc, on pourrait comme un peu passer par ces pratiques de façon un peu détournée, plutôt que de dire, nous, Européens, en l'occurrence, moi, blanche, je revendique d'avoir des pratiques spirituelles qui ne sont pas des pratiques qui ont vocation à me dépolitiser, comme ça peut être aussi le cas. Évidemment que les pratiques spirituelles peuvent être tout à fait dépolitisantes. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le contournement spirituel. Le fait d'expliquer, d'utiliser la spiritualité pour expliquer un certain nombre de problèmes politiques réels par des causes vagues. Typiquement, si la planète se réchauffe et qu'on est en pleine catastrophe environnementale, ça serait parce qu'on entrerait dans l'ère du Verseau et que ça serait comme ça, donc on ne pourrait rien faire. On n'est évidemment pas obligé d'avoir des pratiques spirituelles dépolitisantes. On peut revendiquer d'avoir des pratiques spirituelles matérialistes, ancrées dans le réel. Et d'ailleurs, on sait très bien aujourd'hui qu'il y a tout un tas de penseurs marxistes qui ont par ailleurs une spiritualité, en l'occurrence souvent une religion. Je pense par exemple à Bernard Friot, qui est catholique. Mais aujourd'hui, le bien-être est devenu un outil du capitalisme. Vous dites qu'il faut finalement déconstruire le bien-être, parce que notamment, il y a un marché du bien-être aujourd'hui qui se développe. Le marché du bien-être, aujourd'hui, c'est l'un des marchés les plus porteurs du capitalisme. C'est un marché qui existait à peine dans les années 90 et qui s'est mis à émerger comme ça il y a maintenant à peu près 30 ans pour devenir vraiment l'une des poules œufs d'or du capitalisme. On parle d'à peu près 5 000 milliards de chiffres d'affaires par an. C'est 2 fois le PIB de la France. C'est un marché qui se nourrit de la logique néolibérale, qui veut que nous soyons tous individuellement responsables de nos bonheurs et de nos malheurs, qui veut que nous soyons tous à la barre si on va bien ou si on va pas bien. Donc, c'est l'idée que le bonheur tient de la responsabilité individuelle, quoi. Voilà, et donc si vous allez mal, eh bien, faites plus de yoga, faites plus de coaching, changez votre alimentation, prenez des injonctions sociales. Tournez-vous vers tout un tas de pratiques. Il y a plusieurs problèmes à ça. D'abord, en fait, ça ne fonctionne pas, tout simplement. La fameuse quête de la meilleure version de soi-même ne fonctionne pas pour être heureux ou pour se sentir bien. Elle a tendance aussi à nous détourner, évidemment, de toute forme d'organisation collective. Tout ce temps que vous mettez à essayer de vous auto-augmenter, à essayer d'aller mieux par ces pratiques-là, vous ne les mettez pas forcément dans l'engagement politique ou simplement dans la prise de conscience que... en réalité, il faut s'organiser collectivement pour lutter contre tout un tas de problèmes qui sont collectifs. Un sujet collectif, qui repose sur la manière dont notre société est structurée. En fait, ce que vous dites, c'est que la société nous expose à des traumatismes et qu'on n'arrive pas à s'adapter à ce monde dans lequel on vit. C'est dingue de se dire qu'aujourd'hui, c'est ce que montre par exemple la philosophe Barbara Stiegler, nous ne sommes pas équipés, c'est ce qu'elle dit quasiment mot pour mot, je crois, sur le plan cognitif, psychologique, intellectuel, pour vivre dans la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Le capitalisme nous fait du mal. Le capitalisme fait du mal à nos corps.
Le capitalisme fait du mal à nos façons de vivre ensemble. Donc, ça n'est pas en se livrant à toutes les pratiques de bien-être qui existent sur cette terre que nous allons régler ces problèmes-là. C'est en changeant l'organisation de notre société. Dès lors, la seule façon de garder, de sauver les pratiques de bien-être, c'est de les subvertir pour en faire des outils politiques au service de ce changement de société. Mais alors, comment s'est passé d'une revendication, d'un slogan du mouvement ouvrier, à un énorme marché du capitalisme? Qu'est-ce qui s'est produit toutes ces années? C'est une très bonne question. Le capitalisme a, c'est ce que montre, par exemple, ce que montrait en fait en 99 Luc Boltanski et Eve Capello dans un bouquin qui s'appelle Le Nouvel Esprit du Capitalisme, a cette propension à reprendre n'importe quelle notion ou presque et à la transformer à son compte. De même que le self-care, on le disait tout à l'heure, la notion de self-care qui était en fait une notion très politique est devenue maintenant un terme clé un peu comme ça qu'on peut utiliser pour vendre des t-shirts. H&M en 2022 a lancé toute une collection avec marqué self-care sur ses vêtements, par exemple. Le capitalisme n'a aucun mal à se réapproprier un certain nombre de notions. Et c'est d'ailleurs, je pense, l'erreur que font beaucoup de personnes, notamment à gauche, en pensant que, puisque le bien-être aujourd'hui est un outil souvent au service du capitalisme, mais aussi au service, je l'explique un petit peu dans le livre, d'autres idéologies. L'extrême droite adore les pratiques de bien-être pour tout un tas de raisons. On ne pourrait pas aller chercher dans ces pratiques tout un tas de ressources et de solutions politiques. Je pense que c'est faux. Je pense que c'est dommage de faire ça, pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, dans le monde du bien-être, aussi imparfait soit-il, est l'un des rares espaces où on peut encore, dans notre société, être des corps, ressentir des choses dans nos corps et vivre des émotions, avoir une place pour nos émotions dans un monde qui nous en coupe et qui nous dissocie complètement de la réalité corporelle, de ce qu'on est, en fait, nous, en tant qu'humains. Des êtres qui transpirons, des êtres qui avons des problèmes émotionnels, des hontes, des peurs, des souffrances, des imperfections, des menstruations. D'ailleurs, j'ai noté une citation, c'est vous qui les citez dans votre livre, Luc Boltanski et Eve Capello dans Le Nouvel Esprit du Capitalisme. Vous les citez avec cette phrase, prendre la critique en compte, l'intégrer, se métamorphoser pour y échapper. Tout à l'heure, vous me disiez que finalement, on est dans un monde qui n'est pas adapté à nous, mais là, ce qu'on voit, c'est qu'eux s'adaptent très bien quand même pour faire un marché, pour faire du profit, et puis aussi pour assouplir, entre guillemets, les travailleurs, quoi. C'est incroyable aujourd'hui à quel point, dans le monde du travail, il n'y a plus une entreprise qui ne propose pas effectivement des cours de yoga, du coaching à ses employés. De la sophrologie. De la sophrologie. Non pas, encore une fois, que ces pratiques soient mauvaises en soi, évidemment. Alors, moi, je suis prof de yoga, je suis convaincue que le yoga a tout un tas de vertus formidables. Mais par contre, et c'est quelque chose que j'essaye d'expliquer dans le livre en m'inspirant notamment du travail de la sociologue Danielle Linard, qui montre que plus on demande aux personnes dans l'entreprise de se livrer à ces pratiques, plus on les rend responsables de leur santé, de leur bien-être dans l'entreprise, comme si ça dépendait d'elles. Et c'est très pervers parce qu'en réalité, si après tout ce yoga qu'on vous offre, après, je sais pas, entre midi et 2, à la pause déjeuner, après tout ce coaching, etc., vous allez toujours mal dans l'entreprise, c'est de votre faute. C'est pas de la faute de l'entreprise, c'est pas de la faute de l'organisation du travail, c'est pas de la faute de votre emploi précaire. C'est vous qui ne vous êtes pas assez livré à cette course au bien-être. Vous avez mentionné l'extrême droite très rapidement juste avant, parce qu'il y a même l'extrême droite et des mouvements fascistes, on voit des coachs fascistes émerger qui se reconvertissent dans le bien-être. Il y a une récupération qui est à l'œuvre, on voit même derrière le développement de ce business des dérives sectaires. La culture du bien-être, elle est tentaculaire aujourd'hui et elle traverse évidemment tous les milieux, y compris l'extrême droite. C'est vrai que sur YouTube ou d'autres plateformes, on voit un nombre de coachs qui portent des idées vraiment, littéralement fascistes, sous couvert de pratiques de bien-être, sous couvert de techniques, un peu de développement personnel, assez incroyable. De même qu'on croise énormément de masculinistes qui, un peu sous couvert de faire du coaching pour les hommes, vont en fait entretenir une culture profondément misogyne. Ce que j'ai observé pendant un petit peu mon enquête à l'écriture de ce livre, c'est que souvent, notamment en France, les coachs d'extrême droite vont souvent s'inspirer de penseurs
penseurs, et notamment Nietzsche. Nietzsche est une vraie référence pour l'extrême droite, aux grandes dames d'ailleurs de plein de chercheurs qui travaillent sur Nietzsche et qui sont désespérés par cette situation. Et surtout avec l'idée de Nietzsche de la volonté de puissance. Cette idée, en gros, qu'il y aurait sur Terre des personnes qui auraient plus ou moins de volonté de puissance, et qu'en gros, notre travail à nous, ça serait de développer notre volonté de puissance, par exemple par la musculation, par prendre des douches froides et se livrer à tout un tas de pratiques qui viendraient nous renforcer. Cette volonté de puissance, cette notion utilisée comme ça, pour l'extrême droite, c'est évidemment une façon de dire, en fait, il y a des gens qui ont moins de volonté de puissance. En gros, les personnes oppressées, les femmes, les personnes racisées, les personnes pauvres, les personnes migrantes, tant pis pour eux, en fait, ils ont qu'à faire de la muscu et peut-être qu'ils auront une meilleure volonté de puissance. D'ailleurs, en croisant tous ces cercles, ces milieux réactionnaires, on voit aussi des mouvements, des idées un peu confuses, complotistes émerger aussi à travers ces lieux qui mettent en avant la question du bien-être. Et il y a une vraie inquiétude aussi dans la MIVILUD, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires à ce sujet. Aujourd'hui, le monde du bien-être est la première porte d'entrée pour les dérives sectaires, qui sont effectivement étudiées par la MIVILUD, qui est un groupement qui dépend du ministère de l'Intérieur en France. C'est vrai que depuis la crise du Covid, on a vu énormément de dérives sectaires pointer leur nez dans le monde du bien-être. C'est une notion qu'on appelle, qui a un nom, en fait, qui porte un nom, qui est la conspiritualité. Donc le fait d'adosser, c'est une sorte de néologisme qui adosse conspirationnisme, complotisme et pratique de bien-être, pratique de développement personnel. Pendant la crise du Covid, on a vu un mouvement émerger qui s'appelle, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, Pastel QAnon. Donc QAnon, c'est ce mouvement américain complotiste très très important avec tout un tas de ramifications, connu pour être notoirement antisémite, connu pour penser qu'il y aurait une sorte de grand complot mondial des élites de trafic pédophile d'enfants, etc., qui, en gros, ont un peu utilisé le moment Covid, la crise Covid, pour aller cibler des personnes qui étaient déjà sensibles à la question du bien-être, notamment à la question du corps, parce qu'on sait que pendant la crise du Covid, ces mouvements complotistes qui sont anti-vaccination sont des mouvements qui portent une intention fondamentale au corps et avec l'idée qu'on devrait contrôler ce qu'on met dedans, d'où le fait de ne pas se faire imposer la vaccination. Dans le monde du bien-être, on trouve, pas partout évidemment, mais on trouve une logique similaire, le fait de faire attention à ce qu'on met dans son corps, etc. Et donc cette crise-là a favorisé, a donné l'opportunité à QAnon d'aller targeter, d'aller cibler certains praticiennes du bien-être, notamment sur Instagram, avec tout un tas je le raconte un peu dans le livre, de publications Instagram, donc avec une esthétique très pastel, d'où le terme pastel QAnon, pour aller draguer en quelque sorte de nouvelles communautés. Ça fonctionne. Le terme de conspiritualité aujourd'hui qualifie plus généralement ce monde du bien-être qui va, sous couvert de faire quelque chose, de dire ou d'avoir des discours, des pratiques soi-disant progressistes, en fait, ne pas proposer des pratiques progressistes du tout. On le voit beaucoup avec ce mouvement, souvent de coachs, en tout cas praticiennes de bien-être, qui vont proposer aux femmes, je sais pas, de se tourner vers une contraception à base de plantes. Et se réjouir même par exemple, aux États-Unis, la fin de l'arrêt Roe versus Wade qui légalisait l'avortement, parce que c'est une façon pour les femmes de se réapproprier leur corps et de réapprendre à ne plus dépendre de l'État pour contrôler leur contraception. On a l'impression que c'est une bonne chose parce que ça serait dire c'est super, les femmes elles vont pouvoir prendre en main leur destin, mais en réalité c'est juste cracher en quelque sorte sur des décennies de lutte pour l'émancipation, pour les droits reproductifs, etc. Et du coup, est-ce que la notion de bien-être est devenue une notion blanche, élitiste, validiste et bourgeoise, en fait? Ce que j'essaie de proposer dans le livre, justement, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut faire pour que demain, le bien-être, ces pratiques-là ne soient plus effectivement, majoritairement utilisées ou entre les mains de personnes qui, dans le fond, sont aussi celles qui en ont le moins besoin. Aujourd'hui, dans notre société, les personnes qui ont le plus besoin de bien-être, de pratiques de bien-être, d'espace, de temps pour prendre soin d'elles, sont aussi les personnes qui en sont le plus privées. Donc j'essaye, avec ce livre, de proposer des pistes très concrètes pour sortir de cette espèce de situation où, en gros, quand vous allez dans un espace de bien-être, vous croiserez uniquement des personnes blanches, des personnes minces, des personnes avec du temps, ou au moins de l'argent, ou au moins du temps
pour se consacrer au bien-être des personnes non handicapées, etc. Et du coup, concrètement, par exemple, Par exemple, comment peut-on garder du bien-être pour en faire un outil progressiste et lui redonner donc cette substance politique? je pense que concrètement, il faut se poser la question de comment est-ce qu'on fait pour permettre à nos espaces de s'ouvrir à tous et à toutes. Je donne l'exemple de ce masseur qui s'appelle Yann Croiset, qui le massage, c'est un espace qui est très très excluant pour les personnes qui ne sont pas minces, qui ne sont pas imberbes. Enfin, je dis ça parce que le fait d'avoir des poils quand on va se faire masser, c'est un vrai problème. Le fait d'avoir un corps gros quand on va se faire masser, c'est un vrai problème. Donc par exemple, Yann Croiset affiche très clairement le fait que lui, il masse des corps poilus, des corps handicapés, des corps LGBTQI+, etc. Je donne un autre exemple, Anaïs Vernier, prof de yoga, qui, elle, a une politique très très claire dans ses espaces de yoga. Si, par exemple, il y a une personne dans cet espace qui n'a qu'une seule main, elle va proposer que des postures de yoga qui ne nécessitent pas d'avoir deux mains. D'une manière générale, il s'agit de changer son état d'esprit pour arrêter de considérer les pratiques de bien-être comme des pratiques comme des biens de consommation individuels pour les considérer comme des biens communs. Donc, comment est-ce qu'on fait pour les partager ? Ça veut aussi dire, évidemment, quand on est prof de yoga, moi, c'est ce que je fais, trouver des façons d'offrir des cours pas chers, voire gratuits, à des publics qui n'ont pas forcément ni le temps, ni l'argent, et qui s'autocensurent aussi. En réalité, il y a énormément de publics parce que ils savent que ces espaces ne sont pas vraiment pour eux, en tout cas ils le pensent, ne vont même plus faire l'effort d'aller dans des espaces de bien-être. Si vous êtes une personne grosse aujourd'hui, est-ce que vous allez rentrer dans un espace de yoga alors que vous savez que 95% du temps, les pratiques ne seront pas adaptées à votre corps, ou alors vous allez être la seule personne grosse du cours et vous allez potentiellement mal le vivre. Donc voilà, c'est l'idée de dire arrêtons de garder ces pratiques comme notre petit bien de consommation capitalistique et essayons d'en faire un bien commun. Et vous dites même que nourris d'un éclairage politique, ces pratiques de bien-être peuvent même mener à l'engagement. En écrivant ce livre, j'ai parlé avec énormément de praticiennes de bien-être, par exemple des hypnothérapeutes qui me disaient, je pense à Elsa Côté, que je cite dans le livre, qui me disait, en fait, moi, la plupart des personnes viennent me voir, en fait, ce qu'on pense être des maux individuels sont souvent des problèmes collectifs. La plupart des problèmes viennent du fait qu'on est dans une société patriarcale, dans une société capitaliste, les problèmes psychologiques de beaucoup de personnes racisées sont évidemment liés en partie, en tout cas, à la question du racisme. Donc, dès lors nous, en tant accompagnantes du bien-être, on pose le doigt sur ceci, en arrêtant de dire que votre problème est seulement individuel, mais est bien le fruit d'un système, on ouvre une brèche, on permet aux personnes de se sentir moins seules, évidemment, mais on permet aussi de dire aux personnes, voilà, si vos problèmes sont collectifs, nos solutions sont collectives. Donc, engageons-nous. L'idée, c'est comment est-ce qu'on fait pour que ces pratiques, elles aillent toujours vers la mise en mouvement. Je vous remercie, Camille Test. Je le plaisir. rappelle, vous êtes l'autrice de Politiser le bien-être. Merci d'être venue sur le plateau du Média. Je le rappelle également à ceux qui préfèrent nous écouter plutôt que nous regarder. Ces entretiens sont également disponibles sous forme de podcast, donc sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas également à soutenir le Média, car si ces entretiens sont possibles, ce n'est que grâce à vous, à votre soutien, à vos dons, à vos abonnements. Et puis n'hésitez pas non plus à diffuser largement nos contenus, à les partager, à commenter également nos productions. On vous lit très attentivement et bien sûr à lâcher un petit like juste en dessous de la vidéo. Merci, au revoir. Merci Camille Test. Merci.